Bonjour à tous. Je parle en français ou en anglais? On continue en français. En français, c'est mieux? D'accord. Ok. Alors, donc durant ces 10 dernières années, j'ai effectivement travaillé sur les effets photothermales en plasmonique, mais pas seulement. Et donc je vais parler de ça pendant cette présentation, mais pas seulement. Alors voilà ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de choisir parmi ce qu'on fait à l'Institut Fresnel, ce que j'ai fait ces dernières années, des choses qui pourraient intéresser des gens comme vous qui travaillent à l'Institut d'optique. Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous parler de ce champ de recherche qu'on appelle la thermoplasmonique. Je vais vous l'introduire assez brièvement. Ensuite, je vais vous parler de la microscopie de température qu'on a mis en place à l'Institut Fresnel pour imager des champs de température en plasmonique. Et je vous expliquerai également, alors je vous dirai 2 mots de biologie. Je sais qu'il y a un groupe de biophotonique ici, donc je ne sais pas s'il y a des gens de biophotonique dans ce groupe-là ici. Voilà. Mais je pense que voilà, ça pourra intéresser des gens, ce qu'on fait en imagerie de température pour la biologie. Et je parlerai d'autre chose que la thermoplasmonique. Et justement, en 4 et en 5, je ne parlerai pas de chauffage, je ne parlerai pas de champ de température. Je parlerai d'imagerie de graphène et de matériaux bidimensionnels. Je ne sais pas si parmi vous, des gens travaillent sur des matériaux bidimensionnels, mais ils ont des propriétés optiques qu'on peut mesurer grâce aux techniques qu'on maîtrise. Et une dernière partie sur des choix de nouveaux matériaux en plasmonique. Certains groupes essayent de remplacer l'or, de se débarrasser de l'or en plasmonique, et de trouver de nouveaux matériaux. Donc je vous dirai quelques mots sur ce champ de recherche-là. Alors la thermoplasmonique, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un mot un peu compliqué pour une chose très simple au final. Si vous envoyez un laser sur une particule d'or, la particule d'or absorbe une partie du faisceau lumineux et chauffe. Bon, ben, si vous faites ça, vous faites de la thermoplasmonique. Alors je n'ai pas beaucoup de slides sur ça, j'aurais pu vous décrire toutes les applications, le fait qu'on peut soigner le cancer avec ça, enfin qu'on veut soigner le cancer avec ça, qu'on peut délivrer des médicaments, qu'on peut faire de l'imagerie photothermique, on peut faire beaucoup de choses avec, on peut même éventuellement enregistrer des données sur des pistes magnétiques. Je n'ai pas le temps de parler de tout ça, je vais juste, pour vous donner une idée de l'importance de ce champ de recherche, vous présenter quelques statistiques de Web of Knowledge. À gauche, vous avez... c'est un pointeur, ça? Ouais. Non, peut-être pas. Bon, c'est pas très grave. À gauche, là, sur le graphique de gauche, vous avez le nombre d'articles publiés chaque année. Alors, en thermoplasmonique, je ne sais pas, mais en tout cas, qui ont dans l'abstract les mots plasmon, nanoparticules et thermal, photothermal ou HIT. Merci. Ah, super, merci. Ou HIT. Donc ça donne une idée, donc ce n'est pas tous les articles, mais ça donne une idée de la progression de ce champ de recherche. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un champ de recherche qui est récent, qui est né en 2002, 2003, 2004, et qui continue à progresser assez rapidement. Et là, c'est le nombre de citations par an. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2002, 2003, 2004 ? C'est là où des gens ont dit qu'on pourrait soigner le cancer en chauffant des particules d'or. Il suffit de mettre des particules d'or dans une tumeur, on illumine, on crame la tumeur et le patient est guéri. Donc c'est une idée qui est toujours dans l'air, hein. Toujours des gens continuent à travailler sur ça. Bon, ça ne marche pas vraiment encore, mais il y a des gens qui continuent à travailler sur ça. Et c'est depuis cette date que les gens se sont dit, finalement, les effets thermiques en plasmonique, ce n'est pas forcément un problème. Avant, c'était purement un problème. Il ne fallait surtout pas chauffer en plasmonique. On était intéressé qu'aux effets optiques. Mais finalement, quand on y pense, quand on chauffe une nanoparticule, on a une nano-source de chaleur. C'est-à-dire l'un des objets les plus fondamentaux auxquels on puisse penser en science. Donc avec un peu d'imagination, il y a plein d'implications à trouver. Alors juste un autre slide pour vous expliquer, pour vous convaincre que c'est un champ de recherche très important. Là, c'est un article de revue, l'un des seuls qui existe en thermoplasmonique, qui a été publié en 2013, dans la revue Laser and Photonics Reviews. Et parmi tous les articles publiés depuis 2013, c'est l'article qui est le plus cité, alors que c'est une revue qui est vraiment très générale en photonique. Donc voilà pour vous donner une idée de ce qu'est la thermoplasmonique. Et alors la thermoplasmonique, donc je vous ai dit en quoi ça consiste. On envoie un laser sur une particule d'or. Donc au final, c'est assez simple de faire de la thermoplasmonique. Chauffer, ce n'est pas le défi en thermoplasmonique, c'est très facile à faire. Si vous avez les moyens d'acheter un laser et des particules d'or, vous pouvez faire de la thermoplasmonique. Le défi n'est pas là, le défi consiste plutôt à mesurer le champ de température, à mesurer la température des particules d'or. Ça, c'est compliqué. Quand on y pense, quand on a une nanoparticule chaude,
on ne peut pas venir mettre un thermomètre pour mesurer la température, on va modifier le système. Donc il faut trouver des astuces. Et des astuces, des gens en ont trouvé depuis 2009 à peu près. Là, vous avez un panorama de toutes les techniques de microscopie thermique appliquées en plasmonique. Donc vous avez les différentes années ici, et chaque cercle, chaque disque ici, c'est un article. Et chaque ligne, c'est une technique. Là, vous avez le nom de toutes les techniques. Donc, par exemple, la première, c'était de l'anisotropie de fluorescence. Il y a 4 articles qui ont été publiés avec cette technique-là. Et il y en a beaucoup d'autres. La majeure partie de ces techniques, donc déjà, vous voyez qu'il y a beaucoup d'efforts dans la communauté pour arriver à cartographier des champs thermiques aux petites échelles en plasmonique. La plupart de ces techniques sont toutes optiques. Et en plus, principalement basées sur de la fluorescence. Tout simplement parce que la fluorescence d'une molécule dépend de la température. Donc si on disperse des molécules fluorescentes tout autour des structures plasmoniques, et si on cartographie cette fluorescence, on cartographie la température, à condition de connaître la calibration fluorescence-température. Donc parmi les propriétés de fluorescence, vous avez l'intensité de fluorescence, l'anisotropie, les spectres, tout ça, ce sont les temps de vie, tout ça, ce sont des propriétés qui dépendent de la température. Alors la technique qu'on a développé à l'Institut Fresnel en 2012-2013 concerne cette ligne-là, qui est basée sur l'utilisation d'une caméra de front d'onde. Alors c'est cette technique dont je vais vous parler maintenant. Donc c'est pas de la fluorescence. Voilà le type d'image qu'on est capable de faire. Donc on a par exemple une structure d'or, une nanoparticule d'or unique. On envoie un faisceau laser sur la particule pour la chauffer, et là ce sont les deux images qu'on peut mesurer grâce à cette technique-là. Vous avez le champ de température, là vous avez les degrés, mais aussi, et ça c'est quelque chose que les autres techniques ne peuvent pas faire en général, c'est mesurer les watts par mètre carré. Quelle est la densité de puissance délivrée dans l'échantillon? Ça c'est aussi une grandeur très importante pour caractériser vraiment quantitativement les propriétés photothermiques de nanoparticules en plasmonique. Alors comment ça marche? Quelle est l'astuce? L'astuce est basée sur une mesure, une détection de la modification de l'indice de réfraction du milieu qui entoure les particules chaudes. Quand les particules chauffent, l'indice de réfraction autour diminue, surtout si c'est de l'eau qu'on a autour, et ça crée une sorte de lentille thermique autour de la particule. Donc si on envoie une onde plane au-dessus de la structure, cette onde va être distordue localement par ce champ de température. Donc là vous avez en image, ici, en image, ce dont je viens de vous parler. Là, vous avez le front d'onde plan, la particule qui n'est pas chauffée, et là, le front d'onde plan, et lorsqu'on chauffe la particule, le front d'onde est distordu. Ce que je n'ai pas représenté sur ce schéma, c'est le laser qui chauffe. Ce n'est pas la même lumière qui est distordue, il y a deux faisceaux lumineux dans le setup. Il y a le faisceau lumineux qui est de faible puissance, qui sera distordu, et dont on va mesurer la distorsion de front d'onde. Et il y a le faisceau laser qui chauffe, qui arrive par le bas en général, et qui chauffe les structures d'or. Donc la technique consiste à mesurer cette distorsion de front d'onde avec une caméra de front d'onde. Alors vous allez me dire, ce profil-là, ce n'est pas le profil de température. C'est une distorsion de front d'onde créée par un profil de température tridimensionnel. Mais ce qu'on a montré, c'est que par un algorithme d'inversion, on peut passer de cette distorsion de front d'onde, que vous voyez ici, à ces deux images de densité de source de chaleur et de température. Donc juste pour en dire deux mots, par un algorithme de déconvolution, on passe de là à là, et par un algorithme de convolution par une fonction de Green, on passe de là à là. Donc c'est une technique qui est mi-expérimentale, mi-numérique. Alors je vais revenir en arrière sur le slide que j'ai sauté. Voilà. Donc cette caméra de front d'onde, elle s'implémente tout simplement sur un microscope classique. Là, c'est un microscope inversé où par-dessus, vous avez l'illumination, une illumination de Köhler qui sert à envoyer une onde plane sur l'échantillon. Et ensuite, l'image, le front d'onde distordu, est collecté sur la caméra de front d'onde qu'on utilise ici. Alors juste deux mots sur cette caméra de front d'onde, ce n'est pas n'importe quelle caméra. Des caméras de front d'onde, vous pouvez en acheter à Thor Labs, ils en ont, mais ça ne marchera pas bien. La caméra de front d'onde qu'on a ici, elle est quantitative, elle donne vraiment des nanomètres. Si par exemple, c'est un peu ce qui est décrit ici, si vous avez un objet, n'importe lequel, donc là c'est pas forcément un champ de température, ça peut être n'importe quel objet d'indice n, il y aura un retard de l'onde ici. Et là ce qu'on mesure, la distorsion du front d'onde, c'est vraiment en nanomètres.
ça donne quantitativement la forme du front d'onde avec une résolution et une sensibilité du nanomètre. Donc c'est grâce à ça qu'on arrive à mesurer des champs de température quantitativement et avec une bonne sensibilité. Alors ça marche sur des particules uniques, mais pas que. Là, par exemple, si on chauffe, non pas avec un faisceau focalisé, mais avec un faisceau défocalisé, un grand nombre de particules d'or, donc c'est comme si on avait une plaque chaude, on a une distorsion de front d'onde beaucoup plus élargie que ce qu'on avait sur le slide précédent. Tout naturellement, une densité de source qui reproduit la forme du faisceau laser et un champ de température bien plus élargi. Alors on a fait un peu tous les tiroirs de l'Institut Fresnel, on a sorti tout ce qui pouvait chauffer, tout ce qui avait des propriétés photothermiques. Là, par exemple, ce sont des flakes d'or, des couches minces d'or. Par exemple, dans cette expérience-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a focalisé un laser, comme ce que je fais en ce moment en fait, sur le coin d'une structure d'or pour la chauffer. Là, vous avez la distorsion de front d'onde et les deux images calculées de densité de source et de température. Et là, ce qui est intéressant sur cette image, c'est qu'on voit la position du faisceau laser, on chauffe là où on focalise, mais aussi on voit que de la chaleur est délivrée dans l'échantillon sur les bords de la structure, comme si on avait un transport balistique d'énergie entre l'endroit où on chauffe et les bords de la structure, avec des diffusions inélastiques sur les bords de la structure. Donc est-ce que c'est des phonons, des électrons ou des plasmons qui se propagent? On ne sait pas trop, mais en tout cas, pour vous montrer que grâce non seulement à cette image, mais aussi et surtout à cette image, on est capable de voir assez finement dans les processus photothermiques qui peuvent se passer en plasmonique. Alors dans les tiroirs, on a aussi trouvé du graphène. Alors ça, c'est du graphène en multifeuillé, hein, c'est pas que des monofeuillés. C'est du graphène qui a été fabriqué par la méthode du scotch. Vous connaissez peut-être ça, vous prenez du graphite, du scotch dessus, vous tirez le graphite et forcément il y a des monofeuillés qui vont s'enlever. Et la conséquence, c'est qu'on a des structures qui sont aléatoires, de forme aléatoire. Donc on a plein de nombres de feuillets différents et si on a un peu de chance, on tombe sur des monofeuillés. Et si on envoie un laser dessus, on chauffe. Donc là, pareil, on a pu caractériser l'absorbance de monofeuillés ou de bifeuillés de graphène. Là, vous avez une structure de feuillet qui est une structure de graphène qui est assez sympathique, puisqu'on a à la fois un monofeuillet et un bifeuillet. On le sait par des mesures de Raman. Et si on focalise le faisceau laser, par exemple, sur le monofeuillet, on sait mesurer le champ de température, mais aussi et surtout la densité de puissance. Et donc, si on somme tous les pixels, puisque c'est des watts par pixel, on a des watts. Donc on sait combien de watts sont délivrés dans l'échantillon. Et comme on connaît les watts du laser, en divisant l'un par l'autre, on a l'absorbance d'un feuillet de graphène. Et là, c'est vraiment de l'absorbance. Ce n'est pas de l'extinction comme on pourrait mesurer sur cette image. C'est vraiment de l'absorbance pure. Et c'est très proche de la théorie. Et on peut même s'amuser à compter le nombre de feuillets de graphène. Mais c'est assez proportionnel. Ici, c'est une estimation de l'absorbance. Et ça, c'est le nombre de feuillets réels. Et on voit qu'on a des paliers comme ça. Je reparlerai du graphène à la fin de cette présentation. Là, ce sont uniquement les aspects photothermiques du graphène. Et la dernière chose qu'on peut faire concernant le graphène, c'est non pas mesurer l'absorbance du graphène, mais la section efficace d'une structure, peu importe sa complexité. Si on l'illumine avec un faisceau laser défocalisé, on a encore une fois cette densité de source de chaleur. On voit que ça chauffe plus là où le graphène est plus épais, ce qui est normal. Mais si on somme tous ces pixels, encore une fois, on a des watts. Et si on connaît l'intensité du laser en watts par mètre carré, on peut remonter à la section efficace de la structure. Donc, mesurer des sections efficaces d'absorption, c'est compliqué. En général, les gens mesurent plutôt des extinctions. Là, on a vraiment l'absorption uniquement, puisqu'on est vraiment sensible aux effets photothermiques de la structure. Et on n'a aucune limitation sur la taille de la structure, sur la nature de la structure, sur la forme de la structure. Alors, on avait encore un échantillon dans nos placards, des nanophiles métalliques. Voilà d'autres images qu'on a obtenues, pareil en chauffant des nanophiles. Là, ce sont les densités de source de chaleur et les profils thermiques. Donc là, encore une fois, on peut voir vraiment en détail ce qui se passe dans les structures. Par exemple, quand on a deux fils métalliques qui se croisent comme ça, on a une génération exaltée de chaleur à l'intersection entre les deux fils. Donc c'était pour vous montrer les différentes choses qu'on peut faire, comment cette technique-là peut être utile en plasmonique, mais pas seulement en plasmonique, aussi tout ce qui absorbe la lumière. Donc juste pour synthétiser toutes les propriétés de cette technique,
Donc elle a une sensibilité du degré, c'est ce qu'on obtient, mais on peut faire mieux. C'est une question de plus on accumule d'images et plus on a une bonne sensibilité. Mais typiquement, si on s'accorde d'attendre quelques secondes pour obtenir une image, on a la sensibilité du degré. On a une résolution spatiale qui est limitée par la diffraction. Pas besoin de mettre des molécules fluorescentes dans l'échantillon. Donc ça, c'est un gros avantage. Ça veut dire que si demain je viens sur votre microscope, je pourrais très certainement mesurer un champ de température sans toucher à votre échantillon. Pas de laser, au moins pour mesurer la température. Il en faut un pour chauffer, mais pas pour mesurer le champ de température. Une image par seconde est très simple à implémenter sur un microscope. C'est avec de l'eau. Il faut de l'eau. Alors l'eau, elle a un DN sur DT très important. Enfin, non, pas très important, mais tous les liquides ont des DN sur DT, des variations de l'indice avec la température assez grands par rapport au solide. Donc si on veut que la technique marche bien, il faut un liquide. L'eau, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Le glycérol, c'est bien mieux, par exemple. Donc quand on fait des mesures, par exemple, sur les nanophiles, on a pris du glycérol pour avoir une bonne sensibilité. Mais quand on fait des mesures en biologie, par exemple, là, il faut prendre des milieux standards à queue, parce que des milieux comme le glycérol ne marcheraient pas. Alors voilà par exemple une des premières images qu'on a obtenues grâce à cette caméra-là. Là vous avez un dessin de la configuration expérimentale. Vous avez le laser en dessous qui vient chauffer un tapis de particules d'or, de l'eau au-dessus, une lamelle de verre en dessous et des particules d'or déposées sur la lamelle. Et vous avez ce front d'onde par le dessus, toujours je ne l'ai pas dessiné là, mais qui sera distordu par ce champ de température. Et là, vous avez l'une des premières images de température qu'on a obtenues. Donc nous, on a été assez surpris quand on a vu ça. Je ne sais pas si vous êtes surpris par ce champ de température, mais nous, on était assez surpris. En général, personne n'est surpris dans la salle, mais quand je vais vous dire, vous allez... En fait, ce qui est surprenant, c'est le nombre que vous voyez ici. On atteint les 200 degrés, alors que je vous rappelle qu'on est dans l'eau. Donc à un moment, on devrait voir une bulle apparaître quelque part dans l'échantillon. Donc au départ, on pensait qu'il y avait un problème avec la technique, il y avait un facteur 2 dans l'algorithme de reconstruction, on ne savait pas. Mais en fait, non, on atteint vraiment les 200 degrés dans l'eau, aux petites échelles. Et c'est un peu comme ce qui se passe avec la surfusion de l'eau. On est dans un état métastable de l'eau. L'eau reste liquide à plus de 200 degrés. Alors pourquoi Eh bien, en fait, l'eau n'est pas censée bouillir à 100 degrés. Si vous lisez ça dans un livre de thermodynamique, c'est un mauvais livre de thermodynamique. L'eau n'est pas censée bouillir à 100 degrés. D'ailleurs, en principe, elle ne devrait pas bouillir à 100 degrés parce qu'on a une barrière d'énergie entre l'état liquide et gazeux qui est bien trop grande. Même par les fluctuations thermiques, on ne peut pas la dépasser. Alors vous allez me dire pourquoi mon eau bout dans une casserole ? Eh bien parce que sur la casserole, vous avez des centres de nucléation qui abaissent cette barrière d'énergie, c'est-à-dire des rayures sur la casserole, des impuretés, de la rugosité à l'échelle du micromètre. Là, dans notre échantillon, justement, on n'a pas ça. On a du verre, et il n'y a rien de plus lisse que le verre à l'échelle micrométrique. Et il se trouve que même ces petites bosses nanométriques, que sont les particules d'or, ne créent pas des centres de nucléation. En fait, je pense qu'un centre de nucléation, ça doit surtout ressembler à une cavité micrométrique, pour que la première bulle formée ait une courbure nulle, enfin infinie plutôt, qu'à des petites bosses nanométriques, comme ce qu'on voit ici. Alors ça, c'est pas nouveau en fait. Il y a toute une communauté qui connaît très bien ça, c'est la communauté des chimistes. C'est pour ça que les chimistes mettent des pierres ponces dans leurs ballons quand ils veulent faire bouillir de l'eau. Ça force une ébullition douce, c'est-à-dire que ça force une ébullition à 100 degrés. Si jamais ils ne font pas ça, ils auront une ébullition à 105, 110, 120. Et une ébullition à plus de 100 degrés est explosive. Il ne faut pas faire bouillir de l'eau à 130 degrés, là vous aurez une explosion. C'est aussi ce qui se passe dans les micro-ondes. Il ne faut pas chauffer de l'eau dans un bol en verre, par exemple. Si le bol est parfaitement propre, il y a des chances pour que l'eau monte à 110 degrés sans que ça boue. Et quand vous le prenez, vous le sortez, là, ça vous explose à la figure. Là, c'est le même problème ici. Sauf que là, ce n'est pas vraiment un problème si ça se passe, parce qu'on reste à l'échelle micrométrique. Donc on a une microbulle qui se forme. Et c'est ce qui se passe au-delà de 220 degrés. C'est la température à partir de laquelle on commence à avoir une forte probabilité d'obtenir des bulles à l'échelle micrométrique dans l'échantillon. Donc voilà ce qu'on a découvert grâce à notre technique. Et pourquoi personne n'avait vu ça avant? Alors l'interprétation qu'on en a, c'est parce que les gens, encore une fois, utilisent des molécules fluorescentes. Et pas question d'utiliser des molécules fluorescentes à 200 degrés. En général, à 60-70 déjà, ça ne marche plus très bien. Donc c'est l'un des intérêts de notre technique. Il n'y a aucune limitation sur le champ de température qu'on peut atteindre. Oui.
Typiquement, en thermoplasmonique, il faut viser entre 1 mW et 100 mW. Ça dépend si on focalise le laser ou si on le défocalise. Là, à vue de nez, le diamètre devait être de 10 microns. On avait peut-être 100 mW ici. C'est continu. Un laser continu qui devait être dans le vert. Oui, c'est ça. C'était des particules sphériques et on envoyait un laser à 532 nanomètres. Oui, donc ça c'est une bonne remarque. Oui, il y a beaucoup de choses qui distordent le front d'onde et notamment les particules d'or aussi. Tout à l'heure, je vous montrerai des images dans des cellules vivantes et il n'y a rien de plus distordant pour le front d'onde qu'une cellule vivante. En fait, ce qu'on fait, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on prend une première image sans chauffer, une deuxième image en chauffant et on soustrait les deux images. Le quoi? Excusez-moi. Oui. Il est diffusé aussi? Non, c'est deux faisceaux différents. Ouais. On ne chauffe pas avec le même faisceau qu'on utilise pour détecter. Oui, oui, oui. Tout est stationnaire ici. C'est même qu'on appelle ça une assumption, une hypothèse dans l'algorithme qu'on utilise pour remonter au champ de température. C'est qu'on utilise des fonctions de Green qui sont en 1 sur R pour le champ de température, et c'est vraiment la fonction de Green d'un profil stationnaire. Donc c'est aussi une hypothèse dans l'algorithme qu'on doit travailler en stationnaire. Bon, si on n'est pas en stationnaire, on voit le profil de front d'onde s'établir petit à petit. Mais en principe, l'algorithme n'est pas fait pour ça. Donc tout est stationnaire. On ne s'amuse pas pour l'instant à étudier des problèmes en non stationnaire avec cette technique d'imagerie-là. Alors, donc ça c'est intéressant. Pour un physicien, je trouve que c'est intéressant. Est-ce que ça peut avoir des applications de chauffer comme ça de l'eau à 200 degrés à pression ambiante? Oui, pour les chimistes. Encore une fois, c'est les chimistes que ça intéresse. Les chimistes utilisent souvent de l'eau à 200 degrés comme solvant. Sauf que pour faire ça, pour pas que ça leur pète à la figure, ils utilisent des autoclaves. C'est des sortes de cocottes minutes scellées par des boulons, avec de l'eau à l'intérieur et tous les réactifs. Donc ils mettent ça dans un bain d'huile ou dans un micro-ondes pour atteindre les 200 degrés. Ils le laissent pendant 20 heures, pendant 24 heures pour faire leur réaction chimique. Donc nous on s'est dit, on pourrait faire pareil sans visser de boulon. Nous on est à pression ambiante. On sait qu'on a atteint 200 degrés à pression ambiante. Ça veut dire qu'on pourrait faire de la chimie hydrothermale. C'est comme ça que ça s'appelle, ça, de la chimie hydrothermale ou solvothermale. Sans visser de boulon, à pression ambiante, sous microscope. Ça veut dire que si on forme des produits, on peut les voir par microscopie. Donc ça aurait des avantages. C'est-à-dire faire de la chimie hydrothermale dans ce type d'échantillon-là. C'est les boîtes de pétri, des boîtes de pétri, au fond desquelles la couleur rose que vous voyez ici, ce sont des nanoparticules d'or. Donc on met le milieu de culture, le milieu réactionnel dedans, on chauffe de façon focalisée avec un laser. Et les particules en question, voilà, donc si on zoome sur ce tapis de particules roses, en fait, ce qu'on voit, c'est ça. Donc les nanoparticules d'or, elles ne sont pas une couleur en or, une couleur rose. Et voilà typiquement le genre d'échantillon qu'on utilise. Ce sont des particules de 20 nanomètres et distantes à peu près de 100 nanomètres. Alors, si on va voir des chimistes et qu'on leur dit ça, il y a des chimistes dans la salle? Non. Donc les chimistes sont toujours un petit peu pointilleux, ils vont dire non, ça ne marchera pas, il y a un problème, un petit problème, c'est que si on a ce genre d'échantillon-là, et que vous envoyez, comme vous le faites, un champ lumineux comme ça, suivant une zone donnée, il y aura le problème que, oui, vous aurez une densité de source uniforme, par contre la température ne sera pas uniforme. Même si l'intensité laser est uniforme, si la densité de source de chaleur est uniforme, un champ de température, ça diffuse. Donc la température ne sera pas uniforme, ce qui peut être embêtant en chimie. Un chimiste vous dira la température qu'il me faut, c'est 200 degrés, pas 160. Et là, ce n'est pas du tout uniforme. Donc on aura peut-être 200 degrés ici, mais pas sur toute la zone d'intérêt. Donc on s'est dit, bon, je remonte un petit peu, c'est pas ça ce qui s'est passé, mais
comment est-ce qu'on pourrait avoir un champ de température uniforme? Est-ce que c'est possible d'avoir un champ de température uniforme sur une zone donnée dans un échantillon? Donc l'idée, ce serait d'enlever des particules au centre, par exemple. Si on fait ça, on aura moins de flux de chaleur au centre. Donc on va raboter un petit peu le haut de la gaussienne qu'on aura ici. Et on peut même se demander, est-ce qu'il existe un profil de densité de source de chaleur qui devrait créer un champ de température uniforme, théoriquement? Ben, la réponse est oui. Avec un petit algorithme d'inversion, on peut montrer que c'est tout à fait possible. Là, vous avez des densités de source vous avez des champs de température prédéfinis. Tout cela sont uniformes. Et vous avez ici des densités de source de chaleur calculées qui créent ces profils de température. Par exemple, pour avoir une température uniforme sur un disque, il faut une densité de source de chaleur qui est une forme de baignoire, comme ça. Là, vous avez un profil et là, vous avez la distribution. Et on peut même faire n'importe quelle forme désirée. On peut même faire des choses un peu plus complexes, des gradients linéaires. Si vous voulez faire un gradient linéaire de température à l'échelle microscopique, il vous faudra générer ce profil de flux de chaleur dans l'échantillon. On peut même faire des profils paraboliques ou dissymétriques, etc., etc. Donc là, le chimiste vous dit, oui, ça c'est beau, mais ça c'est de la théorie. Comment vous allez faire pour faire ce profil de génération de chaleur dans un échantillon? Alors ce qu'on a fait, c'est ce genre de structure-là. Là, c'est la simulation. Et là, c'est un échantillon de nanoparticules d'or fait par lithographie e-beam, où on vient varier la densité de particules d'or pour reproduire la carte de densité de chaleur ici. Donc on illumine ça avec un profil de faisceau laser uniforme, de façon à ce que la densité de chaleur, de génération de chaleur, soit proportionnelle à la densité de particules ici. On a fait ces structures-là, et on a mesuré des champs de température, mais aussi, et c'est l'intérêt de notre technique, on peut aussi mesurer les densités de source de chaleur. Et on a eu des bons résultats, effectivement, des profils de température uniformes, linéaires, paraboliques et dissymétriques. Donc maintenant ça marche, on peut aller voir le chimiste et lui dire on a une technique pour avoir des champs de température uniformes aux petites échelles. Donc on va pouvoir faire de la chimie hydrothermale aux petites échelles avec une température bien contrôlée sur une zone bien définie. Alors ce qu'on a trouvé dans la littérature, c'est ce genre de réaction-là. La réaction qui transforme du chlorure d'indium en hydroxyde d'indium. C'est une réaction qui se passe à 200 degrés dans l'eau. Et voilà le genre de structure d'hydroxyde d'indium qu'on obtient dans des autoclaves, dans ces cocottes minutes, lorsqu'on fait ce genre de réaction-là. Nous, ce qu'on a fait, c'est mettre ce réactif-là en milieu basique, dans notre boîte de pétri, à pression ambiante. On a chauffé à 200 degrés et on a aussi obtenu ces cristaux de symétrie cubique. Donc la différence, c'est qu'ils étaient un peu fusionnés les uns aux autres. Mais quelle que soit la zone illuminée, on a réussi à obtenir ces faisceaux, ces cristaux. Donc ça, c'est déjà un signe qu'on atteint bien effectivement les 200 degrés dans l'eau, qu'on est capable de faire des réactions hydrothermales sans visser de boulon. L'intérêt aussi qu'on a vu, c'est que en faisant un gradient thermique, on est capable en un coup d'œil de faire une expérience d'étude de la température. Si un chimiste veut savoir ce qui se passe à 100 degrés, 120, 130, 140, 150, il fait 10 manips. Nous, en une manip, on est capable de voir qu'il existe des zones avec des géométries de cristaux qui sont différentes. Là, on a les cubes, là, on a des sapins de Noël, et là, on n'a rien de spécial. Et on est capable de mesurer les températures de transition d'une structure à une autre. Donc pour synthétiser les avantages de cette approche hydrothermale aux petites échelles, on est capable d'étudier la température en un coup d'œil. Pas la peine de faire 10 expériences pour étudier 10 températures différentes. Milieu ouvert, ça veut dire que par exemple on peut rajouter des réactifs pendant la réaction, ce qui est impossible quand on a une autoclave. On peut regarder ce qui se passe sous microscopie. On voit les structures croître pendant la réaction, ce qui n'est pas possible dans une autoclave. Et ce qu'on a vu aussi, c'est qu'en quelques secondes, on avait ce que les chimistes obtiennent en une journée. On voyait à grande vitesse les cristaux croître. Donc il a même fallu décroître la concentration pour avoir des vitesses plus raisonnables. Alors pourquoi ça? Eh bien parce que quand on fait ça, les réactifs ne s'appauvrissent pas. À cause du mouvement brownien, on a un réapprovisionnement continuel de réactifs là où on chauffe. Alors, j'ai parlé d'applications en physique et en biologie, de ce domaine de la thermoplasmonique. Maintenant, je vais parler d'applications en biologie.
La technique dont j'ai parlé de cartographie d'imagerie, de cartographie de température aux petites échelles, ça marche pour des particules d'or chauffées, mais ça marche pour tout ce qui chauffe aux petites échelles. Et pour tous les milieux, du moment que le dn sur dt change et qu'on connaît ce dn sur dt. En particulier, ça marche aussi pour des cellules vivantes. Donc ici, par exemple, vous avez 2 cellules vivantes déposées sur un tapis de nanoparticules d'or. Donc vous imaginez une lamelle de verre, un tapis de particules d'or, comme celui que j'ai montré tout à l'heure, et 2 cellules vivantes posées sur ce tapis. Et là, ce qu'on a fait, c'est focaliser un laser, à peu près ici, là, proche de la membrane de la cellule. Et grâce à notre technique, on a pu mesurer cette distorsion de front d'onde. Et voilà le champ de température qu'on a obtenu ici. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour faire ça, il faut prendre une image de référence sans chauffer et une image en chauffant et soustraire les 2 images. Sinon, on voit la distorsion due à la présence de ces 2 cellules ici. Alors, on sait mesurer des champs de température. On a fait 2 séries de manip qui utilisent cette imagerie de champ de température dans les cellules. La première consiste à étudier la migration cellulaire de cellules en culture. Ici, de la gauche vers la droite, vous avez la même cellule, tout le temps la même, toutes les 10 secondes. Et vous voyez que cette cellule, elle migre vers le haut. Alors, qu'est-ce que c'est cette bande noire que vous avez ici? C'est un tapis de particules d'or, un ruban de nanoparticules d'or déposées sur la lamelle et fonctionnalisé avec des protéines qui font que les cellules ne peuvent s'accrocher que sur l'or et pas ailleurs. Donc une fois que les cellules tombent sur la surface, elles s'accrochent sur cette bande d'or et pas sur le verre qui est entre les bandes. Et ensuite, elles choisissent de migrer soit vers le haut, soit vers le bas. Donc celle-là avait choisi de migrer vers le haut. Et là, ce qu'on a fait, c'est chauffer avec un faisceau laser juste devant la cellule. Et l'effet de ce chauffage de quelques degrés a été de stopper la migration cellulaire. Lorsque ce faisceau laser a été stoppé, on a pu voir que la cellule a repris sa migration vers le haut. Alors à quoi ça sert? Pas grand-chose pour l'instant. C'est une preuve de concept pour montrer que grâce à des effets photothermiques et à condition de bien mesurer la température aux petites échelles, on est capable de contrôler la migration cellulaire de cellules en culture. Une deuxième série de manip plus récente. Alors là, on chauffait en dehors de la cellule, donc c'est un peu triché là. On ne chauffe pas vraiment dans la cellule, même si le champ de température s'étalait dans la cellule. Maintenant, ce qu'on fait en ce moment, c'est chauffer dans la cellule pour induire des changements dans le métabolisme de cellules. Donc là, vous avez 2 cellules, une ici, une ici, 2 cellules qui ont été marquées en fluorescence. Alors, ce sont des protéines qui sont marquées par fluorescence dans ces cellules qui sont contenues dans le noyau. Ce sont des molécules HSF. Donc là, ce que vous voyez, ce sont ces 2 mêmes cellules, mais là, ce que vous voyez, ce ne sont que les noyaux. C'est pour ça qu'on ne voit pas toutes les cellules en entier ici sur l'image de fluorescence. Ces cellules sont aussi déposées sur un tapis de particules d'or. Et là, un faisceau laser assez défocalisé a uniquement chauffé 7 cellules ici. Là, ce qu'on sait faire grâce à notre technique, c'est prendre des champs de température en parallèle à des champs de fluorescence. On sait faire les 2 choses en même temps en parallèle sur notre setup. Alors, je vais vous dire ce qu'on observe quand on fait ça. Mais juste avant de vous montrer ça, quel est l'intérêt de faire ça? Ça intéresse beaucoup de monde de chauffer des cellules. C'est le domaine de la biologie qu'on appelle la bioénergétique. Il y a donc la biologie thermique, il y a des instituts de biologie thermique, il y a des journaux de biologie thermique. Sauf que cette communauté-là, principalement, chauffe tout l'échantillon. Si on veut étudier le comportement d'une cellule à 38 degrés, 39, 40, on chauffe toute la boîte de Petri, voire tout le microscope. Donc là, l'inconvénient de ça, c'est que déjà, ça prend du temps. Il faut que ça se thermalise, donc il faut attendre une demi-heure, 1 heure avant d'atteindre la température souhaitée. Ensuite, si on se loupe, si on chauffe un peu trop et que toutes les cellules meurent, il faut refaire un échantillon. Et si on veut étudier 36, 37, 38, 39, ça prend beaucoup de temps. Là, l'avantage ici, quand on chauffe des cellules uniques, c'est que si on se loupe et si on tue la cellule, on va un peu plus loin, on en refait une autre. Si on veut étudier 37, 38, 39, etc., on peut tout faire sur le même échantillon. On se déplace à chaque fois d'une cellule à l'autre. Aussi et surtout, on peut chauffer en quelques millisecondes. Comme on chauffe des volumes micrométriques, tout est très rapide. Et dernier avantage, donc là c'était l'avantage temporel, l'avantage spatial, c'est qu'on peut chauffer une cellule unique, mais aussi à l'intérieur d'une cellule. Qu'est-ce qui se passe si je chauffe le noyau, si je chauffe tel ou tel organique dans des cellules? Donc il y a plein d'avantages à faire ça. Alors je vais vous montrer ce qu'on observe
lorsqu'on a fait ça sur ce type de cellule ici. Je vous montre et après je vous explique ce qu'on est censé voir. Quand vous avez le rond rouge, c'est parce que ça chauffe. Et quand le rond rouge disparaît, c'est parce qu'on ne chauffe plus. Quand on se met à chauffer, on voit des agrégats fluorescents qui apparaissent dans les noyaux. Et quand on arrête de chauffer, ces agrégats disparaissent. Et c'est réversible. On peut faire ça plein de fois. C'est en accéléré. Hein. Ça, c'est une vidéo qui fait peut-être 8 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on est censé voir? Donc là, c'est encore une fois une preuve de concept pour montrer tous les avantages dont je viens de vous parler ici. Donc là, ce sont des protéines qui s'agglomèrent, qui s'agrègent dès que la cellule est stressée. Elle peut être stressée par n'importe quoi. Donc là, c'est un champ de température, mais ça peut être un stress chimique, ça peut être n'importe quoi. Mais le champ de température, c'est ce qu'il y a de plus simple pour nous. Et donc là, ce sont des protéines qui s'agrègent pour faire en sorte que d'autres protéines s'expriment dans le noyau, qui sont des protéines heat shock proteins, qui sont exprimées dans les noyaux lorsque les cellules sont stressées. Donc voilà, c'est une preuve de concept. Donc c'est tout récent, c'est pas encore ces résultats ne sont pas publiés encore. Donc ce sera pour montrer, voilà, pour décrire tous les avantages que je vous ai cités et illustrés par une manip. Alors mon avant-dernière partie est consacrée à l'imagerie de matériaux 2D. Donc ça n'a rien à voir avec la thermoplasmonique. Donc qu'est-ce que ça vient faire là? Eh bien le rapport par rapport avec tout ce dont j'ai parlé juste avant, c'est que j'utilise la même caméra de fond d'onde. Donc vous vous rappelez ce schéma que je vous ai montré? Là, tout à l'heure, c'était un champ de température, ce milieu d'indice N ici. Eh bien, n'importe quoi d'indice N peut distordre ce champ de front d'onde. On mesure aussi des fronts d'onde distordus par des cellules. Eh bien, si on a un feuillet de graphène, ben, ça marche aussi. Donc là, vous avez par exemple la distorsion de front d'onde due à la présence du feuillet de graphène dont j'ai parlé, que je vous ai montré tout à l'heure et dont on avait étudié les propriétés photothermiques. On peut aussi imager la présence du feuillet par cette même caméra de front d'onde. Là, vous avez l'image de distorsion de front d'onde et là, vous avez l'image d'intensité. Vous avez les deux profils ici. Alors, l'intérêt, ce n'est pas juste de faire des belles images. Le premier intérêt, c'est de compter le nombre de feuillets. La distorsion de front d'onde que vous avez ici, en noir, est proportionnelle au nombre de feuillets. Donc très facilement, on peut compter le nombre de feuillets sans faire de mesure Raman. Le deuxième intérêt, c'est que si on a, en gros, ça c'est avoir l'intensité et la phase de la lumière en même temps. Eh bien, si on a l'intensité et la phase de la lumière en même temps, on peut remonter donc l'intensité et la phase. Donc là, c'est la transmission complexe. On sait mesurer la transmission complexe du feuillet de graphène. Et si on sait mesurer la transmission complexe, on sait mesurer la conductivité optique du feuillet de graphène. Donc là, c'est l'indice de l'air, l'indice du verre et la conductivité optique bidimensionnelle du feuillet de graphène. Ça donne ces deux expressions-là, la partie réelle et la partie imaginaire. Et c'est ce qu'on a pu mesurer donc, pour le graphène. Ça, c'est d'autres techniques d'imagerie, d'autres groupes qui ont mesuré la partie réelle et la partie imaginaire. Nous, c'est notre travail ici. Là. Donc, c'est d'autres techniques qui sont toutes non locales, c'est-à-dire c'est des mesures sur des feuillets de graphène, mais sans imagerie, principalement basées sur des mesures d'ellipsométrie. Là, notre avantage, donc l'un des avantages, c'est de pouvoir mesurer, faire une cartographie. Si on a des inhomogénéités, on le verra tout de suite grâce à cette technique-là. Alors, je n'ai pas de slide sur ça, mais ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on est capable de détecter la présence d'impuretés sur le graphène. Avec certaines techniques d'imagerie, il reste un layer de PMMA, de polymère, sur le graphène, que les gens en général ne voient pas, parce que le Raman n'y est pas sensible, par exemple, donc ils pensent qu'ils n'ont que des graphènes, et en fait non, ils ont ça sur le dessus. Ben, nous, on le voit très bien grâce à notre technique d'imagerie, parce que c'est réfractif. Donc ça nous donne une différence de marche de 2 nanomètres, au lieu des 0,5 nanomètres du graphène. Donc nous, on l'a vu tout de suite. Donc on a dit au groupe qui fabriquait le graphène qu'il y avait un problème. Et donc on a identifié ça. Donc grâce à notre technique, on sait aussi mesurer, détecter s'il y a un dépôt, s'il reste un polymère dû à la méthode de fabrication sur le graphène. On sait mesurer son indice et son épaisseur. Alors le graphène, ça marche, mais n'importe quel matériau bidimensionnel, on peut mesurer
on peut mesurer la conductivité complexe. Là, vous avez la partie réelle et la partie imaginaire. Donc ça, c'est du disulfure de molybdène. C'est plus complexe que le graphène, il y a 3 plans d'atomes. Et partie réelle et partie imaginaire en fonction de la longueur d'onde. Donc nos mesures, ce sont les points, et la littérature, ce sont les lignes en pointillés. Donc on est assez bon, c'est cohérent par rapport à ce qui est dans la littérature. Et donc là, c'est pareil, des mesures, ça c'est notre mesure à nous. Là, vous avez la transmittance, et là, vous avez la différence de marche. Donc en gros, cette image et cette image-là. On est cohérent avec tout ce qui est dans la littérature. Mais vous voyez que c'est très, très dispersé, tant pour le graphène que pour presque n'importe quel matériau 2D. Les gens mesurent des choses très différentes. Et ça, on pense vraiment que c'est dû aux méthodes de fabrication qui sont différentes, qui laissent des dépôts sur les feuillets, sur le graphène, etc., que les gens ne voient pas forcément et qui peuvent générer des différences dans les mesures. Donc là, il n'y avait pas de thermodynamique, mais ça utilise la même caméra que ce dont j'ai parlé juste avant. Donc ça souligne encore l'intérêt de cette caméra. Elle est vraiment très sensible et avec un peu d'imagination, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Ma dernière partie concerne la plasmonique. Il n'y aura pas trop d'effet thermique, un petit peu. Cette partie est uniquement numérique, théorique, il n'y aura pas d'expérience. Et elle concerne la recherche de nouveaux matériaux en plasmonique. Alors là, c'est un panorama de tous les matériaux qui ont été proposés comme candidats pour des applications en plasmonique. Donc l'or, l'argent, bien sûr, mais plein d'autres matériaux. Donc pour l'instant, rien ne dépasse vraiment l'or. Si les gens font ça depuis 15 ans ou plus, c'est peut-être qu'il y a une raison. Pour l'instant, rien ne dépasse vraiment les propriétés de l'or, mais les gens continuent à chercher. Et c'est vraiment un champ de recherche qui est très actif maintenant, qui est assez récent et très actif. Donc toujours pour vous montrer à quel point il est actif. Dans la même revue que tout à l'heure, mais cette fois en prenant tous les articles depuis le début de la création de cette revue. Donc sur 520, l'article le plus cité, c'est la recherche de nouveaux matériaux, de meilleurs matériaux pour la plasmonique. Alors que c'est une revue qui est générale en photonique. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'un matériau plasmonique est bon ou mauvais? En général, les gens considèrent juste ce nombre qui consiste à diviser la partie réelle de la permittivité sur la partie imaginaire de la permittivité. Ça, c'est assez connu, beaucoup de gens font ça. Alors nous, ce qu'on a montré récemment dans un article, c'est que si on fait ça, bon, c'est vrai que la partie réelle doit être grande et la partie imaginaire doit être faible. Par contre, si on prend le rapport des deux, ça ne donne rien de quantitatif. On ne peut pas se servir de ça pour comparer deux matériaux, par exemple. Ce qu'on a montré, c'est qu'on devient quantitatif, au moins pour des particules petites et dipolaires, avec ces formules-là. Alors, déjà, oui, il y a deux formules, ce qui est, à notre avis, ce qui a plus de sens à notre avis, parce qu'en plasmonique, les particules peuvent avoir différentes fonctionnalités. Parfois, on l'utilise pour chauffer et parfois, on l'utilise pour augmenter le champ proche, par exemple. Ben là, c'est ce que vous avez ici. Ça, c'est le nombre sans dimension qui caractérise l'amplification du champ proche d'une particule. Et là, c'est le nombre sans dimension qui caractérise la génération de chaleur par des particules. Et ils sont différents. Donc oui, il faut augmenter la partie réelle et diminuer la partie imaginaire, mais c'est plus compliqué que ça si on veut être quantitatif. Alors ça, c'est hors résonance, hein, c'est valable n'importe quand. À résonance, ça se simplifie un petit peu. Là, on voit les epsilon prime et epsilon seconde. Donc vous voyez que ce n'est pas que le rapport de ces deux quantités. C'est un peu plus complexe. Là, vous avez un tableau qui répertorie tous ces nombres sans dimension pour plein de matériaux qui ont été proposés pour la plasmonique. Alors vous avez l'or tout en haut, ici, là. Donc il y a un... Alors FA, ça veut dire Faraday. On appelait ça le nombre de Faraday. Et ça, c'est le nombre de joules. Là, les nombres de Faraday sont de l'ordre de 20 pour l'or. Mais vous voyez que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux en termes d'exaltation de champ proche. Il y a des matériaux qui font bien mieux, par exemple l'aluminium, l'argent, et des matériaux qui sont comparables à l'or, comme le nitrure de zirconium ou les nitrures de tungstène. Donc ça, c'est concernant l'amplification de champ proche optique. Et concernant la génération de chaleur, pareil. L'or, c'est franchement pas ce qu'il y a de mieux. Il y a bien mieux que l'or, au moins si on considère uniquement ces nombres-là. Là, vous avez un peu la même chose, mais en fonction de la longueur d'onde. Les nombres de Faraday et de Joule pour différents matériaux, classés par catégorie.
Là, vous avez les matériaux avec des résonances dans le visible. Là, vous avez l'argent et là, plutôt dans l'UV. Donc l'or, c'est ce qui est en rouge et c'est très bon, hein, bien meilleur que tout, sauf le nitrure de zirconium, mais uniquement dans la région verte. Et là, pareil pour la génération de chaleur. Donc pareil, le nitrure de zirconium a l'air très bon comparativement à l'or. Et la dernière façon de représenter les résultats consiste à étudier ce qui se passe si jamais vous modifiez la forme des particules. Ce que j'ai raconté ici, c'est purement vrai pour des petites particules sphériques. Mais en général, en plasmonique, on n'a pas des particules sphériques. Donc est-ce que le nitrure de zirconium est aussi bien que l'or si jamais on s'amuse à allonger une particule? En fait, non. Dès qu'on allonge une particule, l'or bat tout le monde. Alors sauf l'argent, mais l'argent, il s'oxyde assez rapidement, donc ce n'est pas non plus une alternative pratique. Mais c'est ça l'avantage de l'or. L'or n'est pas très bon si ça reste sous forme sphérique. Il y a des meilleurs matériaux. Par contre, dès qu'on allonge des particules d'or, les propriétés optiques plasmoniques deviennent gigantesques par rapport à d'autres matériaux. Là, vous avez, donc l'or, c'est ce qui est en jaune ici. Les petits numéros 1, 2, 3, 4, 5, etc., ce sont les rapports d'aspect d'une particule d'or. Là, vous avez l'exaltation de champ proche, et là, vous avez la longueur d'onde. Donc dès qu'on augmente le rapport d'aspect, on gagne plusieurs ordres de grandeur sur l'exaltation du champ proche et plusieurs ordres de grandeur sur la génération de chaleur. Ce que ne font pas les autres matériaux. Les autres matériaux font bien moins bien que l'or. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec ce champ de recherche, mais les matériaux les plus prometteurs pour remplacer l'or sont les nitrures de métaux. J'en ai parlé un petit peu ici, le nitrure de titane et le nitrure de zirconium. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils résonnent à des fréquences, à des longueurs d'onde très proches des fréquences de résonance de l'or. Et l'autre intérêt, c'est qu'ils ont des températures de fusion très grandes. L'or fond à 1000 degrés, je crois, 1060, alors que les nitrures de métaux, c'est plus vers les 3000 degrés. Donc l'avantage de ça, c'est qu'avec toutes ces nouvelles applications en plasmonique et en thermoplasmonique qui nécessitent des hautes températures, l'or ne tient plus la route. Pas vraiment parce qu'il va fondre, mais à cause de sa température de fusion basse, les particules vont se déformer, même à des températures de 400 degrés. Donc l'idée, c'est de remplacer l'or par ces nitrures de métaux. Donc ça paraît tout à fait logique, puisque la température de fusion est de 3000 degrés, ça devrait bien mieux résister aux fortes températures. Et notamment, l'application la plus médiatisée, c'est l'application qui consiste à enregistrer des données magnétiques sur un disque. C'est ce que vous avez sur vos ordinateurs. Eh bien, il est prédit que dans quelques années, il faudra en plus chauffer pour faciliter l'écriture. Si on arrive à chauffer sur une distance de quelques dizaines de nanomètres, on arrivera à faire des domaines magnétiques de cette taille-là, et ça permettra d'augmenter grandement la densité d'information sur les disques magnétiques. Sauf que pour chauffer sur une dimension de 50 nanomètres, c'est compliqué. L'idée, ce serait par exemple d'utiliser un faisceau laser, sauf qu'on ne peut pas focaliser des faisceaux laser visibles, même UV, sur une zone aussi petite. Donc l'idée des gens, c'est d'utiliser des particules plasmoniques, et plus précisément le champ proche de particules plasmoniques. Si vous avez une nanopointe d'or, par exemple, le champ proche peut très bien être confiné sur une distance aussi petite que quelques dizaines de nanomètres. Donc, si vous approchez cette particule d'or très proche de la surface, vous pourrez chauffer en principe, grâce au champ proche optique, des zones aussi petites que vous voulez. Les gens ont fait ça et se sont aperçus que en fait, la tête de lecture chauffait plus que le substrat, ce qui est un peu logique quand on y pense. Et ça faisait fondre la tête de lecture si elle est en or. Donc les gens se sont dit, on ne va pas prendre l'or, on va prendre les nitrures de métaux. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? On a fait un article théorique sur ça pour comparer or et nitrures de métaux. Sauf que comparer des particules, c'est compliqué. Déjà, il faut comparer différentes longueurs d'onde, mais aussi et surtout différentes morphologies. Ce n'est pas parce qu'une sphère en or sera meilleure ou moins bonne qu'une sphère en nitrure de métal que ce sera une règle générale. Mais autant étudier toutes les longueurs d'onde, c'est facile, autant étudier toutes les morphologies, on ne peut pas répondre à la question. Ce qu'on a quand même fait, c'est étudier des sphéroïdes. Parce que ce qu'on fait en plasmonique, en fait, c'est déformer les particules. Pour changer la résonance, on les déforme. Donc ce qu'on a fait, c'est des cigares. Ce qu'on a étudié, ce sont des cigares et des citrouilles. Cigares et citrouilles. Et on a regardé le champ proche qu'on a ici et le champ proche qu'on a ici. Et ça avec de l'or et des nitrures de métaux. Et ce qu'on a regardé comme figure de mérite,
c'est non pas juste le champ proche qu'on obtient, mais c'est cette quantité-là. Donc je vais vous expliquer ce que c'est, mais en gros, c'est le champ proche de la particule, juste avant que la particule fonde. Donc en gros, à 3000 degrés pour les nitrures de métaux et à 1000 degrés pour l'or. En gros, c'est le champ proche maximal qu'on pourrait avoir avant que la particule fonde. Ça, c'est l'élévation de température. Ça, c'est l'amplification du champ proche, température de fusion et température ambiante. L'augmentation de température et le champ proche sont proportionnels. Si on double la puissance du laser, ce sera doublé. Donc en fait, ça ne dépend pas de la température ou de la puissance du laser, ce rapport-là. Donc ça, c'est un nombre sans dimension qui caractérise un matériau, enfin qui caractérise une particule. Donc il faut comparer le état de l'or et le état des nitrures de métaux. Et si on prend le rapport de ces deux figures de mérite, on obtient ces cartes-là. Donc là, c'est un peu compliqué, je vais prendre le temps. Enfin, il y a beaucoup d'informations sur ce slide. Là, ce sont les rapports d'aspect des particules. Et là, ce sont les tailles, les volumes des particules. Ça veut dire que là, vous avez une sphère, là, vous avez un cigare, et là, vous avez une citrouille. Là, vous avez une grosse sphère, un gros cigare et une grosse citrouille. Okay. Donc là, on se balade dans la morphologie des particules. Cette ligne-là, ce sont que des sphères, des petites sphères jusqu'à grandes sphères. Donc là, ce qu'on montre, c'est que l'efficacité de l'or, l'efficacité d'une nitrure de titane sur l'or ne dépasse jamais les 17%. Donc je vous rappelle, ce nombre-là, si on prend le rapport de ce nombre-là pour le TIN et pour l'or, on ne dépasse jamais le 17%. Donc même si le TIN tient bien mieux la chaleur, c'est un très très mauvais amplificateur de champ proche. Et de façon générale, les nitrures de métaux sont de très mauvais amplificateurs de champ proche. Donc oui, ils tiennent mieux la température, mais ils n'amplifient que très peu le champ lumineux. Donc toutes les techniques qui sont basées sur cet effet-là risquent de ne pas bien marcher, même s'ils tiennent des températures beaucoup plus fortes que l'or. Donc la conclusion de cette petite étude, c'était que si jamais on utilise autre chose que l'or, le ZRN, c'est ce qu'il y a de mieux, j'en ai pas parlé ici. ZRN, on obtient 56%, ce qui est pas mal. Un facteur 2 par rapport à l'or, c'est pas aussi bien que l'or, mais c'est pas mal. Donc si jamais on veut changer, le ZRN est pas mal. Oui, si on veut changer aussi de l'or, il ne faut pas se placer à la résonance. Si on se place, donc j'ai pas le slide ici, mais si on se place à la résonance, personne ne bat l'or. Hors résonance, oui, le ZRN peut être mieux que l'or, mais à la résonance, l'or fait mieux que tout. J'en ai fini. Je veux juste mentionner les personnes avec qui on a travaillé à l'Institut Fresnel, les personnes impliquées à l'Institut Fresnel. Aussi donc, quelques groupes à Marseille, le LMA pour des simulations, Montpellier pour le graphène, Casteldefels pour des échantillons e-beam, l'IUMN pour le graphène, le CRAN pour les nanophiles d'or, Paris Descartes pour des simulations, LNIO pour des simulations aussi, et Max Planck, c'est pour ces tapis de particules d'or que je vous ai montré sur un slide. Merci. Là ? Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. J'ai appris plein de choses, c'était super. Je me posais une petite question sur finalement la caméra, parce que j'ai l'impression que c'est le cœur du sujet. Finalement, que ce soit pour des cartographies de température et pour les imageries de matériaux 2D que tu as montré, j'ai l'impression que l'idée c'est de faire de l'imagerie d'objets de phase. Bon, je ne connais pas trop tout ça, mais je sais qu'on peut faire du contraste de phase ou ce genre de choses. Est-ce que vraiment la performance que tu nous présentes, elle est liée à ce que tu as dit, l'aspect quantitatif et cette sensibilité-là? Et est-ce que tu peux peut-être nous dire 3 éléments en plus sur le fonctionnement de ta caméra et comment ça marche? J'en ai pas trop parlé, j'aurais dû en fait, vu que c'était le titre de la présentation, j'aurais dû en dire un petit peu plus. Donc quelle est l'astuce de cette caméra? En fait, c'est une caméra toute simple, c'est une caméra CCD. Le truc, c'est que juste 1 mm avant le capteur, il y a, à peu près 1 mm, il y a un réseau de diffraction qui ressemble à une grille. C'est un réseau bidimensionnel, une grille verticale et horizontale, qui crée un interférogramme
sur le capteur. Donc comme on a des grilles horizontales et verticales, on a des ordres de diffraction, plus 1 et moins 1, non seulement en X mais en Y, plus 1 et moins 1 comme ça aussi. Donc au final, sur la caméra, qu'est-ce qu'on va mesurer? On va mesurer 4 images, détecter 4 images dans 4 directions qui seront un peu décalées les unes par rapport aux autres. Les ordres plus 1 et moins 1 vont envoyer une image un peu à droite, un peu à gauche, et les deux autres un peu en haut, un peu en bas. Et ces 4 images vont interférer. Et donc si on a une onde plane, si on n'a pas de cellules, si on n'a pas de champ de température, si on n'a pas de graphène, rien, on aura des belles franges bien droites. Par contre, s'ils font donc des distordus, ces franges vont se distordre, vont se déplacer très localement. Et c'est ce déplacement des franges qu'on regarde pour remonter à la forme du front d'onde. Alors on ne fait pas ça à la main, c'est un algorithme qui fait ça notamment basé sur une transformée de Fourier. Parce que s'il y a des belles franges bien nettes, ben on a des beaux pics en transformée de Fourier bien fins. Et dès qu'on aura des distorsions de front d'onde, ces pics vont s'élargir. C'est cet élargissement qu'on vient processer pour remonter aux distorsions de front d'onde. Oui, je vais continuer sur la question. Donc, vous avez expliqué sur la X et Y, mais il y a aussi un effet de la Z, les résolutions transverses. Parce que sur le champ de température? Non, le fond d'onde qui arrive. Il y a aussi, c'est quoi la résolution transverse? C'est le nanomètre. C'est le nanomètre. 1 nanomètre sur la distorsion de front d'onde. Mais ça, c'est pas une limitation. C'est typiquement si on attend quelques secondes, enfin, si on acquiert pendant une seconde, on a une résolution on a un bruit de 1 nanomètre. Mais après, pour les cellules sont plus larges, c'est quelques microns, je pense, les cellules. Donc, oui, en différence de marche, oui. Et donc, parce que si on chauffe, ici on est en train de prendre une image sur un plan de la cellule de 1 nanomètre. Mais la cellule, le noyau même, il est plus grand. Et donc comment on étudie l'effet sur tous les noyaux quand on prend une image de juste un plan? Alors vous parlez du champ de température pour mesurer le champ de température d'une cellule. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on prend une image sans chauffer et en chauffant. Et on soustrait les deux images. Donc l'influence de la cellule part dans la référence. Les cellules font des différences de marge qui sont gigantesques. Et d'ailleurs, on utilise cette technique-là pour faire des images. J'ai pas de vidéo ici, c'est dommage, mais pour faire des images magnifiques de cellules. Je vais vous la montrer quand même cette vidéo parce qu'elle est assez jolie. Je crois que je l'ai là. Oui, celle-là. Voilà. Ça, c'est la même caméra, encore une fois, sur une cellule vivante. Donc à gauche et à droite, c'est la même cellule, c'est la même image, sauf qu'à droite, on a appliqué un filtre passe haut. Donc on enlève toutes les basses fréquences. Donc c'est pas nous qui avons fait cette image-là. C'est Pierre Bon, que vous connaissez peut-être, c'est un ancien élève ici, qui maintenant est chargé de recherche CNRS à Bordeaux. Il a fait ça dans un article il y a 2 ans, je crois. Donc là, la première, c'était d'avoir une résolution spatiale aussi bonne que ce que vous avez ici. On voit même jusqu'à voir les microtubules dans la cellule. Cette sorte de réseau de toiles d'araignée qu'on voit un petit peu, ce sont des microtubules. Et ces vers de terre, donc ce ne sont pas des vers de terre, ce sont des chaînes de mitochondries qui migrent le long de microtubules. Et là, vous avez le lamellipode là, qui forme des bras ou des volutes, là, c'est assez joli. Des petites vésicules qui se baladent. Donc tout ça, même les biologistes sont surpris quand ils voient ça. C'est une technique assez nouvelle. Ils n'ont pas l'habitude de voir ça et on peut rester des heures à regarder les petits détails. Et donc l'avantage ici, c'est que c'est sans marquage. On ne met pas de molécules fluorescentes pour mettre en valeur les mitochondries, par exemple. On les voit sans modifier la cellule. Donc pour résumer, cette technique d'imagerie de phase sert à imaginer de faire des belles images de cellules, de champs de température, de matériaux 2D. Et avec un peu d'imagination, je suis sûr qu'on peut trouver d'autres applications aussi. Ah non, non. Là non. Donc là, la méthode d'acquisition est un peu différente. Là, on prend une image de référence en dehors de la cellule, et ensuite on amène la cellule dans le champ d'imagerie et on prend une image. Et on soustrait ces deux images-là. Si jamais on veut cartographier le champ de température pile dans cette cellule-là, on va prendre une image de référence sans chauffer, une image de référence en chauffant. Et on soustraira les deux images. Là, c'est en accéléré. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas attendre trop longtemps. Ouais. Donc là, c'est l'une des limitations de notre technique. Il ne faut pas attendre trop longtemps, surtout si ce sont des cellules vivantes, entre l'image de référence et l'image de température.
La caméra qui n'est pas super rapide, celle qu'on a, c'est 30 Hz, donc c'est pas. Mais ça, encore une fois, c'est pas une limitation. Il suffit de mettre le réseau de diffraction face à une caméra qui est bien plus rapide, et c'est ce qu'on a d'ailleurs à l'Institut Fresnel, et on pourra aller bien plus rapidement. Après, il faut quand même qu'on ait des états stationnaires. Notre technique de reconstruction d'image est basée quand même sur l'hypothèse que le champ de température est stationnaire. Moi, j'avais encore une question sur la caméra. Est-ce que c'est un phase X standard ou vous avez reculé le réseau pour augmenter la résolution, ou est-ce que vous êtes à peu près à lambda sur 1000 à peu près de résolution? Est-ce qu'il y a un truc particulier ou c'est juste... Lambda sur 1000 pour le 1 nanomètre. Ouais, Alors, en fait, non, il ne faut pas comparer. C'est pas une résolution spatiale, là. Non, je ne parle pas de résolution spatiale, je parle de résolution Disons qu'il ne faut pas comparer avec lambda. Lambda n'a aucun rapport avec ce 1 nanomètre. C'est vraiment... Bon, peu importe. En fait, c'est une méthode interférométrique. Oui, non, mais je la connais. Ouais. C'est juste à voir si vous avez reculé, ou si c'est une caméra standard, ou si vous avez justement reculé ce réseau, parce que normalement, quand on recule ce réseau, on augmente le shift, le sharing, et du coup, on a une meilleure résolution. Est-ce que vous avez fait ça, ou c'est juste une caméra standard? Alors, il ne faut pas trop le faire, ça. Si on le fait trop, on a les ordres qui se superposent trop. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas les ordres, ce n'est pas le faisceau de deux stries adjacentes qui se superposent, mais ça devient des faisceaux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Donc, il ne faut pas trop le reculer. Sinon, on a un interférogramme qui est vraiment bizarre. En principe, on doit avoir un champ de Boss. Si on fait ce que vous dites, on finit par avoir une belle mosaïque. C'est très joli, mais c'est plus. Donc, la formation est là, mais l'algorithme n'est plus fait pour bien reconstruire. Okay. Donc, oui, il faut reculer, mais pas trop. En fait, il faut vraiment se placer à la bonne distance. Il y a une bonne distance. Pour une longueur d'onde donnée, il y a une bonne distance. Si on s'en écarte un peu, ce n'est pas très grave. Ça ne devient pas faux. C'est juste que le rapport signation-bruit diminue. Et si on s'en écarte trop, on ne mesure plus rien du tout parce que le champ, les ordres interfèrent pas comme il faut. Mais vous jouez là-dessus ou pas? Ah non. Enfin, la caméra qu'on utilisait pour faire l'imagerie qu'on a faite ici, elle est fixe, elle est commerciale. C'est-à-dire que le réseau est fixé à la caméra. C'est ça, c'est le site 4. Donc c'est le constructeur qui nous la donne. On a aussi une autre caméra où là, on peut modifier si on veut la distance entre le réseau. En fait, les caméras qu'on achète, si jamais on veut acheter une caméra rapide, on peut difficilement mettre un réseau à 1 mm du capteur. Souvent, il y a une fenêtre, on ne peut pas. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on réimage. On a un réimageur qui image un réseau là où on veut. On fait une image on réimage le réseau où on veut devant le capteur. Et là, on peut vraiment la mettre où on veut. Et quand on fait ça, effectivement, on peut la mettre où on veut, on peut déplacer où on veut. J'avais une deuxième question sur un autre point. C'est au niveau des images dans le vivant. J'ai peut-être pas compris, mais est-ce que vous êtes pas obligé d'utiliser des particules d'or pour chauffer? On peut utiliser le défaut quantique, simplement des fluorophores ou des choses comme ça pour chauffer? N'importe quoi qui absorbe la lumière marchera. Et je dirais même, on a même fait des manips sur des fils chauffés résistivement. Donc oui, tout ce qui chauffe aux petites échelles, ça marchera. C'était de mettre en forme le faisceau, donc j'imagine que vous avez, au lieu de changer le gradient, la densité des... Ah oui, donc tout à fait. C'est des choses que vous avez déjà, j'imagine que c'est... On est en train de faire ça, oui. Faire des profils de température, des profils de faisceaux laser qui vont ressembler à ce que j'ai montré. Oui, exactement. Il faudra prendre un tapis de particules d'or uniforme. Voilà, on prendra ce tapis de particules d'or uniforme. Et on enverra des faisceaux laser qui auront cette forme-là, en haut, les formes rouges. Sauf que voilà. Donc on n'a pas fait ça dans l'article qu'on a publié parce que l'inconvénient ici, c'est que les champs de température sont forcément plus grands. On est limité par la diffraction. Donc les détails sont forcément de l'ordre de la longueur d'onde ou un peu plus. Ça veut dire qu'on va chauffer sur 100 microns plutôt que de chauffer sur 10 microns. Mais effectivement, l'avantage, c'est que ça pourrait être dynamique. Donc là, on fait ça en ce moment avec un DMD, avec un DLS, un Digital Light Modulator, DLM. Donc on met ça en place. Il faut des faisceaux laser puissants, mais ça devrait marcher aussi. Et
Pour la partie chimie, l'or, ça ne perturbe pas la réaction chimique? Apparemment pas. Donc la chimie de l'or, elle est intéressante, mais elle n'est pas non plus. Ce qui réagit très bien avec l'or, c'est le soufre. Quand on veut accrocher des molécules sur l'or, c'est des liaisons thiol. Mais à part le thiol, il n'y a pas grand-chose qui réagit avec l'or, et l'or est assez inerte, il ne s'oxyde pas. Donc j'aurais tendance à dire que si on veut faire de la chimie avec un métal inerte, l'or est vraiment bien. Ouais. Est-ce qu'en chauffant des structures, on peut en déduire la conductivité thermique de la structure? On chauffe un bout, une structure, et avec le champ de température, on peut remonter la conductivité thermique de l'objet? Sûrement avec un modèle, oui. Ce qu'on peut mesurer, par exemple, si on a un fil d'or ou une bande d'or, et si on chauffe que d'un côté, on peut mesurer le champ de température et on peut mesurer le flux thermique qui part de la carte du flux thermique qui part de la structure d'or vers l'eau. Donc ça, on mesurera ces deux profils. Et je suis sûr que par un petit modèle, du coup, on peut remonter à la conductivité thermique dans ce ruban d'or, oui. On ne l'a jamais fait, mais je pense que c'est possible. Oui. Et pourrait-on avoir accès, via cette technique, au mouvement de convection dans le liquide? Vu qu'il y a un gradient de température, il doit y avoir un mouvement de convection dans le liquide en 3D. Alors, je n'ai pas parlé de ça. C'est l'une des choses dont je n'ai pas parlé dans ma présentation. Je n'ai pas parlé de bulles, je n'ai pas parlé de convection, je n'ai pas parlé de thermophorèse. C'est des choses qu'on étudie. La convection, non. Parce que la convection ne change pas le profil d'indice qu'on a Ce qui change l'indice, c'est la température. Ce n'est pas la vitesse du fluide. Et en plus, ce qu'on peut montrer en hydrodynamique, c'est que le champ de convection ne distordra pas le champ de température. C'est une propriété de l'eau, c'est le nombre de Rayleigh, je crois. Voilà, ça ira jamais assez vite pour distordre un champ de température. Donc non, la convection n'a aucun effet, c'est purement transparent, on ne voit rien. D'ailleurs, je suis sûr que dans beaucoup d'expériences en plasmonique, les gens convectent beaucoup, mais ne se rendent pas compte parce que l'eau reste transparente et on ne le voit pas. Pour le voir, il faut disperser des particules. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Et on les voit fuser à toute vitesse quand on chauffe justement à 200 degrés. On s'apprêtait à publier ça et on s'est dit, mais en fait, apparemment, il n'y a pas que de la convection qui se passe, il y a aussi de la thermophorèse, qui veut dire que les particules vont plus vite que le fluide. Donc ce ne sont pas des bons traceurs, en fait. Et donc, voilà. Donc c'est compliqué, mais pour voir cette convection, il faut des particules, il faut des traceurs. Oui, moi j'ai une question à propos du lien. Comment on remonte des profils de phase mesurés au champ de température? On doit avoir des modèles donc, thermiques, ça prend en compte la conductivité du substrat, la forme précise du substrat. Est-ce que, comme on est en régime stationnaire, il faut qu'il y ait des thermostats qui en surface, on considère que l'atmosphère va faire que la température du liquide est la température fixée pour qu'un régime stationnaire puisse s'établir. Oui. Vous pouvez dire quelques Donc mots il y a des hypothèses dans le code qu'on utilise pour passer de cette image-là à ces deux images-là. C'est un algorithme basé uniquement sur des fonctions de Green. Donc la fonction de Green, donc il y a deux fonctions de Green, la fonction de Green de front d'onde et la fonction de Green thermique. Si vous prenez une source ponctuelle de chaleur à l'interface entre l'eau et le verre, ça va créer une distorsion de front d'onde qui est la fonction de Green de front d'onde, on appelle ça. Donc c'est une fonction f. Et bien, ce qu'il faut faire, c'est déconvoluer cette image là par cette fonction de Green et on tombe naturellement sur ça. Donc ce qui veut dire qu'il faut connaître cette fonction de Green. Et cette fonction de Green dépend de la conductivité thermique moyenne des deux milieux et du dn sur dt. Et uniquement ça en fait. Voilà. Ensuite, pour passer de là à là, il faut convoluer par la fonction de Green thermique qui est juste en 1 sur R. C'est la fonction 1 sur R. Enfin, il y a un kappa devant. Donc là, pareil, il faut connaître la conductivité thermique des deux milieux. Dernière chose, en fait, la conductivité thermique lors de ces deux processus, elle s'annule. Ça veut dire que là, même si on ne connaît pas la conductivité thermique des deux milieux, on arrive quand même à une mesure quantitative de la température. Là, en fait, il faut juste le dn sur dt des deux milieux.
et quand même considérer qu'on a une interface plane. Et considérer aussi que les sources de chaleur sont à l'interface entre ces deux milieux. Si on fait ces hypothèses-là, de sources de chaleur bidimensionnelles planes, il suffit juste de connaître le dn sur dt pour en monter à t. Par contre, si on veut vraiment des microwatts par micron carré, pour ça, il faut aussi connaître la conductivité moyenne thermique des deux milieux. Voilà. Et la diffusion est prise en compte en 3D. C'est-à-dire qu'on a une particule. Oui, c'est dans la fonction de Green. C'est dans la fonction de Oui. Green. Le 1 sur R, c'est ce qui modélise Voilà. comment est-ce que ça diffuse. Ouais. Oui, peut-être, oui. Oui, c'est tout à fait possible. Ça mettrait plus de temps à processer, je pense, mais ce serait possible. Je pense que ce serait possible. Pour l'instant, on n'en a pas l'utilité, mais je pense que ce serait possible, oui. Donc on va peut-être arrêter maintenant. Merci pour toutes ces questions et pour tout ce exposé.